Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Et bonjour, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement avec non pas une, mais deux invités. Et oui, on fait dans l'inédit maintenant. Je suis actuellement avec Aurore et Claire, qui font partie de la troupe qui porte un drôle de nom, puisque le nom exact, c'est Nom d'une troupe. Et oui, c'est une troupe qui existe depuis début 2023 maintenant, qui est actuellement à l'affiche de L'importance d'être clair au Festival d'Avignon, qui va commencer tout bientôt, le 5 juillet. Une troupe de 6 personnes dont Aurore a réécrit cette magnifique pièce. Bonjour mesdemoiselles ou mesdames, comme vous voulez. Bonjour, mesdemoiselles. Voilà. On a une mademoiselle d'un côté, une madame de l'autre. C'est ça. Mon dégage. Oh non. Il va mal le prendre. Eh ben, merci beaucoup. Merci de m'accueillir parce qu'on est chez toi, Claire, dans ce gentil quartier de Paris qui commence un peu à être bruyant avec la fenêtre, mais c'est pas très grave. C'est les joies du direct. Vous avez l'habitude de toute façon, chers auditeurs, auditrices. Voilà, maintenant, on fait comme au théâtre. S'il y a du bruit, eh ben, on fait avec. Et c'est pas plus mal. Ça donne un petit peu de vie. Eh ben voilà, un petit peu de vie, un petit peu de voilà, et un petit peu de vent aussi parce qu'il fait tellement chaud, ça nous fait du bien. Tout à fait. Alors, nous sommes actuellement en train d'enregistrer le 13e épisode. Et oui, ça y est déjà. Comme je disais dans l'épisode précédent, il y a eu un petit tournant là dernièrement en revenant de vacances. Je suis dit tiens, je vais changer un peu la façon de présenter les invités, et de faire plus d'impro, et je trouve que ça donne plus de dynamisme. En tout cas, tous les retours que j'ai eus, et je tiens à remercier les gens qui m'ont écrit en privé, du fait que effectivement c'est plus agréable à écouter. Donc j'écoute les conseils de tout le monde, et du coup voilà, on va tranquillement commencer l'enregistrement de cet épisode avec vous. Donc je rappelle, Aurore et Claire de la troupe Nom d'une troupe. Voilà. Comme tout épisode qui se commence, généralement je demande à mon invité, donc là du coup à mes invités, et oui, il va falloir qu'on s'organise, hein, donc qui va parler, le temps de parole, tout ça, bon bref, on va essayer de faire 50-50 comme un débat politique. On va pas les faire. On va se battre. Attention, on va peut-être retirer les vases et les... mais effectivement, alors celle qui voudra commencer, du coup, quelle est la formation que vous avez pour arriver au métier qui est, du coup, on rappelle, vous êtes comédienne et autrice, du coup. Oui. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ou si vous avez d'autres cordes à votre arc. Donc, qui veut commencer ? Vas-y, Aurore. Très bien, merci Claire. Moi, j'ai quelle formation, en tout cas en ce qui concerne le théâtre, j'ai commencé le théâtre quand j'étais en primaire dans une troupe qui s'appelait la Compagnie de la Lune, et j'ai continué dans cette troupe jusqu'à mon baccalauréat, donc jusqu'au lycée. On faisait pas mal d'impro, on faisait des spectacles qu'on écrivait nous-mêmes, etc. C'est une amie à moi qui m'avait dit de m'inscrire et j'avais pas du tout envie de m'inscrire. Quand j'étais en primaire, et finalement je suis un peu tombée amoureuse du théâtre comme ça, et j'ai continué presque tout le temps. J'ai arrêté, ensuite je suis partie en prépa, j'ai fait 2 années de prépa. D'accord. Et ensuite j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir avec le théâtre, mais j'ai continué à côté le théâtre pendant mon école de commerce. J'ai découvert à ce moment-là la mise en scène, parce que j'ai mis en scène une comédie musicale, une très grande comédie musicale de plus de 80 personnes, qui était conjointe à mon école de commerce et une autre école d'ingénieur. Et donc j'ai découvert la mise en scène à ce moment-là, puis après j'ai commencé à travailler, j'ai continué le théâtre, au cours Clément notamment. Et là, l'envie est très vite venue de monter carrément notre propre troupe avec des gens qu'on avait rencontrés au cours Clément. Et moi, j'avais aussi cette envie de refaire de la mise en scène.
que je ne faisais plus, du coup, en étant juste en cours de théâtre. Et voilà, donc on a monté notre compagnie il y a presque 2 ans, plus de 2 ans. Plus de 2 ans, plus de 2 ans, ouais. Et déjà, ça va tellement vite. Et voilà, avec l'envie de créer quelque chose d'assez nouveau, j'avais envie aussi de réécrire une vieille comédie dont la trame narrative marchait plutôt bien pour un peu la moderniser. Et voilà, donc voilà pour mon parcours et ma formation, en tout cas en ce qui concerne le théâtre. Après, l'autre formation, c'est plutôt une formation école de commerce, mais bon, ça reste assez... Ça t'a forcément forgé aussi sur d'autres choses. Ça nous aide beaucoup, puisqu'en fait, on est autoproduit, donc on gère nous-mêmes, en fait. Eh ben oui. Donc il y a beaucoup de côté logistique, je suis un peu la secrétaire générale aussi, donc tout ce qui est... école de commerce, formation à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise, c'est pas mal dans ces cas-là. Oui, j'avoue. C'est pas mal. J'avoue. Ça nous sert beaucoup. Je ne peux pas me vanter de ces qualités-là. Moi, j'ai fait les beaux-arts. Ensuite, j'ai enchaîné avec une école de photo. Et j'ai commencé le théâtre assez tardivement, finalement. Et en fait, c'est une envie qui est arrivée, je dirais, il y a une dizaine d'années. Et du coup, j'ai rencontré Aurore au cours Clément, en comédie musicale. C'est vrai qu'on a tous fait de la comédie musicale. Et c'est là aussi où j'ai rencontré Mathieu. Et du coup, tous les trois, on s'est dit qu'on allait monter notre troupe. Au début, c'était un peu un projet... on pensait pas que ça allait aller forcément si loin. Oui. Et puis finalement, en fait, ça s'est tout de suite très bien passé. On a mis à peu près 1 an à développer la pièce. Et les répétitions. Et en fait, tout est allé assez vite pour nous. Donc, on a eu pas mal de retours. On a fait quelques festivals. On a reçu des prix, on a ensuite eu des programmations à Paris. Mais si 1 an, on nous avait dit qu'on allait faire le Festival d'Avignon, j'avais pensé d'ailleurs, on était au Festival d'Avignon il y a 1 an et on était spectateurs et on se disait waouh, imaginez un jour on fait le festival et finalement ça s'est plutôt bien goupillé. La pièce a eu beaucoup de succès pour notre plus grand plaisir. Donc voilà. En fait, juste pour préciser, c'est pas qu'on n'aimait pas les cours Clément, mais c'est vrai qu'on avait un peu cette envie de jouer une pièce qu'on pouvait jouer beaucoup de fois, de travailler les personnages vraiment en profondeur, ce qu'on n'avait pas forcément l'occasion de faire dans les cours, puisqu'on était 14 presque par cours. On était assez nombreux. Et on avait vraiment cette envie de se lancer et d'essayer de créer un truc à nous et qu'on pouvait vraiment approfondir et jouer un maximum de fois et le montrer aussi à d'autres personnes qui n'étaient pas nos proches. Et ça, on en est plutôt content de pouvoir aujourd'hui être amené à jouer une pièce devant un public totalement nouveau, etc. C'est quand même assez gratifiant. Voilà. Et jouer en province aussi, surtout à Avignon. Et oui, surtout à Avignon. Avec des mordus de théâtre qui n'attendent que ça. C'est ça. Nous, on adore jouer à Paris, mais c'est vrai que quand on va dans les festivals, il y a un peu une ambiance qu'on aime adore. Beaucoup et aussi même jouer pas qu'à Paris justement. On a joué à Biarritz, à Osgore, on a joué en Normandie, on a joué en Dordogne aussi, un super festival. Et franchement je trouve très enrichissant aussi de quitter Paris. C'est pas du tout le même public et c'est très appréciable aussi. Il y a une proximité avec les gens qui est énorme et qui est franchement enrichissante, quoi. Et on apprend des autres troupes aussi. On rencontre d'autres troupes. À chaque festival, on a rencontré des gens qu'après on est allé voir en spectacle, qui sont venus eux-mêmes nous voir. Parfois, on assiste à leurs répétitions. Enfin, il y a vraiment tout un réseau qui se crée. On rencontre des gens assez formidables. Donc non, une belle expérience et on espère que le meilleur avec Avignon. Bien sûr, c'est tout le malheur qu'on vous souhaite parce que vraiment, on dit toujours que Avignon, alors il y a eu beaucoup d'invités qui ont parlé du festival d'Avignon parce que j'imagine, il y a beaucoup qui passent par cette case-là, qui est une case qui
Voilà, c'est où tout va bien, où tout se casse la gueule, mais voilà, on va vous dire merde, merde, merde. Hein. C'est tout ce Et ben qu'on on vous prend, souhaite. on prend. Voilà. On a déjà pas mal de raisins en fait. On a ouvert Trop les bien. billetteries en avance. Oui. Et on est presque à 20% déjà de remplissage Trop bien. en avance. Donc au moins on sait qu'on ne va pas jouer devant une salle vide. Non, Qui était notre c'est peur. assez hallucinant en fait. Depuis qu'on a commencé, notre pièce fonctionne bien. Il y a un bon retour. On n'a jamais joué devant une salle pas complète quand même. C'est vrai. Et on l'a joué, ça fait, je pense cette année, on l'a joué une vingtaine de fois. Ouais. Donc voilà. Rien que cette année, déjà 20 fois. Ouais. Et en tout, vous avez compté on avait fait, l'année dernière, on a fait moins de dates parce qu'on l'avait préparé aussi. En fait, on l'a préparé bien sûr. de Oui. septembre 2023 à juin 2024. Donc en juin 2024, on avait fait 5 dates plus quelques-unes en Normandie. Ouais. Et on a vraiment commencé à la faire tourner en festival et en programmation à partir de septembre 2024 du coup. Voilà. D'accord. C'est ça. Ah ouais. Donc ouais, ça allait assez vite. Oui. Mais Et alors, mais alors, pourquoi cette pièce? Pourquoi une réadaptation? Moi, j'ai plein de questions. Donc, Ah ouais. j'aimerais tout savoir. Ouais. Pourquoi cette pièce? En fait, on voulait vraiment réadapter une pièce qui existait déjà, qu'on aimait bien, qu'on savait qu'il y avait une trame comique qui fonctionnait. Et en fait, on trouvait ça très drôle et intéressant aussi de changer les sexes des personnages. Et en fait, rien qu'en faisant ça, on modernise une énorme partie de plein de comédies qui peuvent avoir été écrites au 19e ou au 20e siècle. Ouais. Oscar Wilde, en plus, dans l'importance d'être constant, parle beaucoup de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il y a tout ce problème autour de l'identité, du mensonge, etc. Et en fait, aujourd'hui, comme il y a les réseaux sociaux, ça peut prendre une ampleur assez incroyable. Il suffit de faire un faux profil et voilà, on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et du coup, on trouvait ça marrant de transposer cette pièce-là aujourd'hui avec les réseaux sociaux et en changeant les sexes des personnages principaux. Et finalement, rien qu'en faisant ça, on ajoute une nouvelle dynamique. Puisque les femmes qui avaient, en tout cas les personnages féminins qui avaient peu d'importance, on va dire, dans les pièces avant, en fait, se faisaient prendre au piège, comme à chaque fois. Prennent le contrôle et c'est ce qui nous plaisait aussi. Trop bien. Et la pièce s'y prêtait parfaitement, en fait. On l'a trouvée tellement... toujours dans le jus, quoi, d'aujourd'hui, quoi. Donc, en fait, on s'est dit... ça va être très intéressant de faire ça. Et on voulait pas totalement la dénaturer en entier, donc on a quand même gardé certains personnages assez caricaturaux qui en fait fonctionnent bien si on prend une société très traditionnelle, très bourgeoise du 16e, il y a des traits de caractère qui peuvent encore être assez présents. Et ce côté très caricatural d'Oscar Wilde, très absurde parfois, on a quand même voulu le garder. Donc voilà, on a fait un petit mix de tout ça. Et on a eu des très bons Mais l'humour n'a pas vieilli du tout, en fait. Ouais, c'est ça. Ça répond super bien. Toutes les blagues, les traits d'humour d'Oscar Wilde font toujours rire énormément, quoi. Ça bouge pas. Donc, c'est... Oui, c'était vraiment un bon combo, quoi, je trouve. C'est ça. Il y a certains personnages qu'on a quand même dû modifier. On a un prêtre qui est devenu un maire. On a pas mal de choses qu'on a essayé de réadapter pour moderniser un peu plus. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même certains trucs qui étaient moins adaptables aujourd'hui. Et que ce soit parlant, en fait, aux gens aussi. Voilà, c'est ça. Qui puissent s'identifier avec des codes plus actuels, quoi. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait dire à l'époque, qu'on ne pourrait plus dire maintenant, ou est-ce que ça c'est vraiment... Il y a eu des débats là-dessus. Il y a eu certains débats là-dessus sur des trucs assez... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des trucs qui passaient plus, mais aussi parce que... en fait, ce que Oscar Wilde avait écrit, en ce qui concerne la femme notamment, du coup, nous, on l'a transposé, donc ça concernait maintenant le personnage plus masculin. Mais pareil, on a quand même eu des petits débats de est-ce que ça on peut garder, etc. Je me rappelle plus exactement les répliques. C'était des répliques un peu misogynes. Ouais, c'était peut-être ça, ouais. Donc je me souviens, en fait, je pense que c'était même autre chose, c'était pas forcément misogyne à la base, mais
transposé, oui, comme c'est on ça. changeait les sexes, ça Oui. devenait misogyne. bien Et en sûr. fait, on ne pouvait plus le dire. Et là, oui, il y a dû avoir quand même une On a relecture fait de quelques ça. modifications. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que comme les personnages féminins d'Oscar Wilde étaient tellement peu développés, c'est-à-dire que on avait vraiment peu de matière, quand on les a transposés en personnages masculins, on a dû vraiment créer des personnages de toutes pièces. Oui. C'est-à-dire qu'on a ajouté des traits de caractère, on a ajouté une personnalité, on a ajouté une manière de parler, parce qu'en fait les personnages féminins, à la base, je parle des 2 couples principaux de l'histoire, étaient tellement pauvres qu'on a vraiment réécrit pas mal là-dessus. Mais oui, c'est vrai qu'on a eu quelques débats sur quelques répliques, mais la plupart, finalement, on les a pas... en tout cas, les blagues principales, on les a gardées. La trame narrative qui est en fait, comme Oscar Wilde travaille beaucoup autour du quiproquo, ça, c'est des choses qu'on a gardées, bien sûr. Oui, et puis moi, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est... on s'est rendu compte qu'il y avait des grands fans de Oscar Wilde. Enfin, on le savait, mais je veux dire, là, on s'en est encore plus rendu compte. Et on voulait pas non plus enlever les choses incontournables. Oui, c'est ça, de la pièce. C'est les Madeleines de Proust, on est obligé de les garder parce que les gens les attendent, quoi. Et donc ça, on a fait très attention à garder ça parce qu'on voulait garder quand même l'âme d'Oscar Wilde, quoi. Bien sûr. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont venus nous voir, en tout cas la majorité des personnes qui sont venues nous voir, qui ne connaissaient pas l'importance d'être constant, et en fait qui ont adoré la pièce et qui ont eu envie de découvrir après l'original pour voir comment ça avait été adapté, etc. Parce qu'ils comprenaient pas, ils disaient mais oui, il y a plein de trucs qui fonctionnaient, enfin j'ai trouvé ça très drôle et assez contemporain, donc c'est cool, c'est même des adolescents et des enfants c'est ça, surtout que moi j'ai trouvé génial aussi, c'est l'engouement des jeunes aussi, parce que ce sont des problématiques... C'est un langage qui leur parle exactement. aussi, parce qu'on a changé un peu les tournures de phrases qui étaient parfois un peu trop pompeuses, un peu trop traditionnelles, et en fait du coup ça le rend plus accessible. Super. Ça éveille une curiosité en fait aussi chez les jeunes, quoi, et ça je trouve que c'est super bien. Et du coup vous remarquez du coup qu'il y a un public plus jeune que ce que vous attendiez ou pas au final? On a eu des gens qui sont venus avec parfois des enfants assez jeunes et on s'est demandé si les enfants allaient aimer. On avait eu cette réflexion un peu de se dire... Ou si c'est adapté peut-être aussi, non? 6 ans, 7 ans, est-ce que c'est pas un peu trop jeune, etc. Et finalement, pas du tout. Pas du tout, ils ont adoré, ils riaient. Alors forcément, ils n'ont pas forcément toutes les subtilités, tout ce qui va être plus absurde, etc. Mais je crois qu'on a eu assez bon retour des enfants. Donc c'est assez adapté à tout public. Ah oui. Ah oui. Mon neveu de 3 ans a regardé la pièce et a tenu quasiment jusqu'à la fin en riant, en participant. Enfin, donc, c'est... Et une de nos volontés aussi, c'était de ne pas tomber dans le vulgaire. Ah, très bien. On voulait pas que ça devienne une pièce trop vulgaire, parce que c'est vrai que bon, il y a 2 couples, il y a pas mal de choses autour de ça, mais on voulait pas tomber là-dedans, donc on a essayé de garder un peu la subtilité, en tout cas la subtilité, voilà, ce que faisait Wilde, c'est-à-dire pas tomber trop dans l'humour grivois. Oui, dans le cliché aussi peut-être. C'est ça. On a gardé la caricature. Forcément, les personnages sont assez caricaturaux pour le comique et parce que Wilde aussi faisait des personnages très caricaturaux, mais sans non plus tomber dans le trop. Puis pour créer du relief aussi entre les personnages, c'est aussi les caractères opposés qui font rire, quoi. Donc il faut quand même les marquer d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Oui. Puis c'est ce qui nous fait plaisir à jouer aussi. Oui. Je rappelle qu'à la base, on voulait surtout faire une troupe pour jouer quelque chose qui nous faisait plaisir, sans forcément se projeter beaucoup plus loin. On se disait, nous on fait ça pour se faire plaisir. Et on veut juste prendre du plaisir sur scène et c'est ce qui nous faisait rire. Et on a joué ce qui nous faisait rire. Et heureusement, en tout cas, pour notre plus grand plaisir, ça faisait aussi rire les gens dans la salle. Donc, d'ailleurs, beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais ce qui est cool, c'est qu'on voit que vous vous éclatez sur scène et entre vous et tout. » Ça, c'est vraiment une remarque qui revient tout le temps. Super. C'est vraiment cette cohésion d'équipe et qui apparemment se ressent énormément, qu'on prend beaucoup de plaisir sur scène, qu'on a une complicité tous ensemble et je pense que c'est ce qui fait que notre pièce fonctionne si bien.
Ouais. Bah, d'ailleurs, juste après, là, on va aller au cinéma. Voilà, le film Avignon. Je fais de la pub un peu. Et on peut peut-être rappeler du coup quels sont vos partenaires du coup de jeu et combien vous êtes sur Non, scène. ils sont vraiment pas intéressants, donc on ne va pas avoir des sujets car il n'y a que nous. L'important, c'est tout. Vrai. Tu vas réécrire le texte avec que 2 personnages féminins finalement. Moi, je pense que je peux faire tous les personnages sans problème. Bah, moi aussi. Ouais. T'en récupères 3, moi j'en récupère 4. On est pas mal. Ouais. Et alors, parce qu'en effet, on est 6, mais il y a des personnes qui jouent 2 rôles. D'accord. Mais bon, on va peut-être quand même les présenter. On en fait... Allez, parce qu'il faut le faire. Vas-y, commence Claire. Alors, on joue... lequel choisir en premier parce que... Ah non, ils vont se vexer. Alors, je vais choisir Laurence Pinatel qui joue du coup beaucoup en duo avec moi et qui a le rôle de Claire et d'Emma. Donc, Claire étant son profil, sa fausse identité. Et voilà. Quand c'est un personnage principal de la scène, c'est principal, ouais. Super. Voilà, on a également Mathieu le Maréchal qui a monté la troupe avec nous il y a 2 ans, plus de 2 ans, et qui joue le rôle de Chantal de la Volardière, donc un acteur masculin qui joue un personnage féminin, et qui joue également le rôle de Monsieur le maire du village de Saint-Hilaire de Briouze en Normandie. C'est ça. Voilà. Bien. Ensuite, je vais présenter Pierre parce que je joue beaucoup avec lui aussi. Donc Pierre Babinet qui lui joue un rôle, le rôle de Raphaël, qui est une sorte de poète maudit qui vit à la campagne et qui tombe amoureux de Claire. Et du coup, de mon rôle, Charlotte, j'en ai même pas parlé, mais oui, coup, il faut aussi vous présenter. Ouais, c'est ça. Mon rôle, Charlotte, qui elle aussi se fait passer pour Claire. Ouais. Et voilà, donc lui vit à la campagne et Charlotte, elle vit à Paris. Et il y a tout ce contraste entre eux et à la fois ils se plaisent et il y a une sorte d'énergie un peu contradictoire, mais qui les attire, quoi. Exactement. Voilà, alors je précise pour Mathieu, le personnage que j'ai présenté, qu'il a gagné, parce qu'après il va m'en vouloir, évidemment, il a un énorme ego, qu'il a gagné le prix du meilleur acteur. Voilà, je le dis, Mathieu, tu as gagné le prix du meilleur acteur au Festival de Courbevoie. Non, blague à part, c'est un très bon acteur. Et il y a également dans la troupe Hilaire, qui va être dernier à présenter, Hilaire Bess, qui interprète le rôle de Guillaume, le fils de Chantal de la Volardière. D'accord. Donc un jeune homme bourgeois du 16e arrondissement, BCBG, un petit peu bêta, un petit peu bêta, mais assez attachant, beaucoup dans les apparences et qui est amoureux du profil de Claire, en tout cas de ce qu'il pense être Claire. Savoir le personnage d'Emma. Et voilà, et moi je joue également 2 rôles qui sont plus petits parce que comme je fais aussi la mise en scène, c'est assez compliqué de diriger une pièce tout en étant dedans. C'est vrai, on en parle souvent avec les invités, mais c'est vrai que c'est souvent difficile de interpréter et faire la mise en scène, donc coordonner les comédiens, etc. Ouais. Voilà, avec les égos des comédiens à gérer aussi. Bon, ça, ça c'est le plus dur. Non mais je suis d'accord, et c'est vrai que parfois quand je suis sur la chaîne, je pense même plus à ce que je fais parce que j'essaie juste de me refléter, donc c'est un peu... C'est dur parfois pour toi d'avoir ce regard bien sûr. Extérieur, quoi. Enfin, on essaye de te le donner, mais du coup, tout le monde parle un peu en même temps, d'où l'importance d'être clair. Mais j'aime bien aussi jouer, donc bon, j'aime bien quand même. Parce qu'après, si je faisais que de la mise en scène, tous les moments de spectacle, je les vivrais pas pareil, je pense. Et du coup, je joue une femme de ménage qui s'appelle Louise, qui est la femme de ménage de Charlotte, qui est une femme de ménage qui aide... Charlotte dans ses tâches et dans ses délires aussi. Oui, et dans ses délires. Voilà. Et Charlotte ne lui laisse pas beaucoup de place. C'est pour ça que c'est pas un personnage très important parce que Charlotte est tellement importante, tellement expansive qu'elle ne laisse même plus de place, même plus
plus de parole finalement, à Louise, cette pauvre femme de ménage. Et je joue également le rôle de Colette Charnu, qui est une professeure de philosophie à la retraite et qui aide, vu qu'il habite à la campagne, et qui aide Raphaël, du coup, pour à réviser son master de philosophie, pour qu'il prend à distance. Donc voilà, un personnage très attachant, qui a pas mal de problèmes à gérer ses émotions, mais voilà, une petite mamie très attachante. Trop bien. Voilà. Justement, comme vous avez distingué tous les différents personnages, on va revenir sur vos personnages à vous. Ok. Et ce que j'aimerais, c'est une question qui me vient comme ça à l'esprit d'un coup. Qu'est-ce que vous avez en commun avec vos personnages? Quels sont vos traits caractères que vous avez en commun avec vos personnages? Vas-y, commence. Je commence, ok. Qu'est-ce que j'ai en commun avec mon personnage? Bah déjà, selon Pierre, je suis la même que mon personnage, donc je ne joue pas. Je le prends très mal. Je le prends très mal parce que quand même mon personnage est comment dire, très égocentrique, très bourgeoise, très manipulatrice, donc bon, je pense pas être quand même tout J'aime ça. bien l'humour quand même, elle aime bien l'humour, Charlotte. Ouais. Ça, vous l'avez en commun. Oui, alors moi j'ai plus l'impression d'avoir un humour à mon insu, plus qu'un humour vraiment maîtrisé. Elle fait plein de jeux de mots, moi pas du tout. Voilà, mais je pense que peut-être que ce qu'on a en commun, c'est que on est assez... Enfin, comment dire? C'est pas facile comme question. Ah ouais, non, bah, Mais moi, je suis en sais. train de répondre. Je dirais que peut-être on est assez instinctif, quoi. On dit les choses. Tu trouves pas? Si, totalement. Elle cherche son aval. D'abord, je réfléchis. Donc, oui, on fait vachement feeling. Moi, j'ai l'impression qu'on fait comme c'est ça vrai. avec, C'est vrai avec que t'as un Charlotte. peu ce côté-là. Je dis les choses, voilà, je pense que Charlotte est comme ça aussi. T'es franche, du coup. Oui. Ouais. Voilà, je dirais que c'est le point principal qu'on a ensemble. C'est vrai. Le goût pour le léopard aussi. Oui. J'aime Tout bien à le fait. léopard et elle aussi. Ça va. Et toi? Je vais choisir Colette parce que c'est le personnage le plus qui joue le plus dans la pièce. Qu'est-ce que j'ai en commun avec Colette alors? Bah, je dirais que vous êtes toutes les deux quand même très attachantes. Oh, arrête. Ouais, c'est vrai. Douce. Colette, elle est beaucoup aussi dans l'aide aux autres. Ouais. Parfois, elle a un peu du mal à se faire vraiment écouter, se faire comprendre. Moi, je pense que je peux avoir aussi un peu ça. Parfois, j'ai un peu du mal à m'imposer. Un peu comme elle, je pense. Après, elle est un petit peu plus névrosée que moi. Ouais, elle garde quand même beaucoup de choses. Elle a une vie très difficile. Donc, et d'ailleurs, dans la pièce, il y a pas mal de sentiments qui vont être amenés à ressortir d'un coup. Donc, elle a du mal à les gérer. Mais non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce côté vouloir aider les autres. Ça, je me sauce de ouf. Oui, parce que c'est hyper altruiste, en fait. Non, mais oui, j'approuve, c'est vrai. Tu vois, vrai. c'est Tu côté valides. un petit peu aussi. Oui, parfois, un peu avoir du mal à s'imposer parce qu'elle ne peut pas déranger. En fait, il y a aussi ça, parfois, où c'est... elle est là, mais parfois, elle a un petit peu du mal à dire vraiment les choses, à s'imposer, etc. Et moi, je peux avoir ça parfois où je me dis, non, je vais pas trop gueuler ou quoi. C'est compliqué quand on fait de la mise en scène, d'ailleurs. Mais je travaille dessus. Et surtout avec nous. Parce qu'on peut être un petit peu dissipé. Alors justement, j'attrape une perche. J'ai envie d'inventer un jeu là qui me vient comme ça d'un coup. Au lieu de parler que de toutes les deux, on va essayer de parler aussi parce que vous représentez toute la troupe. Ouais. On va essayer de jouer à un jeu qui s'appelle Qui est le plus? D'accord. Et on peut dire les autres gens. Et on peut dire les autres, vous pouvez balancer les noms si vous voulez. Ah bah bien sûr, on va balancer les noms. Alors, on va pas gêner. Mais vous avez le droit aussi de vous autocritiquer si vous avez envie. Jamais. De toute façon, c'est les meilleurs non. de la troupe. Donc. Bah oui, en même temps, voilà. Oui, c'est vrai que t'as de la chance, mais Voilà. t'as épargné les autres. Alors, on va commencer par qui est le ou la plus drôle de la troupe.
d'après vous? Ah non, ça c'est vraiment la question qu'il ne faut pas poser, car ça va créer énormément de problèmes. Moi j'ai ma réponse. Vous avez le droit de ne pas avoir la même réponse, hein? Plus drôle, ça dépend en quel sens en fait. Bah, vous êtes la personne qui vous fait le plus rire, la personne qui est la plus drôle pendant, je sais pas, les répètes, ou qui fait toujours le con. C'est hilaire. C'est hilaire, ouais. C'est C'est hilaire. hilaire, mais c'est pas forcément positif, attention, parce qu'après, c'est parce que parfois il a aussi des problèmes de concentration. Donc, oui, mais j'avoue qu'il est drôle. Il est drôle. C'est lui aussi qui gère beaucoup de notre compte Instagram. De notre contenu Instagram. Vidéos sur Instagram, et il a une imagination folle pour créer des vidéos très très drôles. Enfin, on a des trucs qui sont vraiment hilarants. J'avoue, j'ai regardé et j'avoue que... Assez simplement, et il est... Non, pour moi... Il est créatif, quoi. Très dans le drôle. Ouais. Pas forcément dans le sérieux, mais dans le drôle. Voilà. Mais du coup, alors, justement, donc, à l'inverse, donc d'Hilaire, qui est la personne la plus sérieuse, du coup, dans le groupe? Oh, Claire. La plus sérieuse? Ah ouais, je pense. Ah bon? J'aurais presque dit toi, moi. Ah oui, si je me compte moi, oui, je pense que c'est moi, effectivement. Je pense que c'est moi, mais sinon, en termes de sérieux, elle fait les choses, la motivation. Je suis quelqu'un de confiance. Je pense que c'est clair. C'est vrai. Même en répète et tout. Non, ouais, je dirais Claire. Ouais, ok. Bon, bah, je prends. Hein. Très bien. Alors, on a dit aussi, bah, du coup, le plus créatif, on sent bien que c'est Hilaire, mais est-ce qu'il y en a... Trop content. On va essayer dans les trucs qui fâchent un peu. Donc, la personne qui est tout le temps en retard. Est-ce qu'il y en a une? Oh, tu trouves que Hilaire est tout le temps en retard? Celui qui est jamais ponctuel, quoi. Le moins à l'heure. Ouais. Donc, ouais. C'est tout le temps Hilaire, en fait. Ouais. Alors, toi qui es autrice, du coup, qui ne respecte pas assez le texte ou réinvente des répliques. Waouh. Mais dans le côté positif. Claire, il y a aussi Hilaire qui fait un peu de freestyle aussi parfois. Ouais. Mais plutôt... Après c'est très compliqué comme question parce que le texte n'est pas forcément homogène. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de texte que d'autres. Et il y a des personnages qui ont des répliques qui sont plus collés au texte d'Oscar Wilde. Notamment, je pense à Chantal de la Bollardière qui, du coup, on a gardé ce personnage très caricatural mais très bourgeois. Donc, on a très peu changé son texte. Et Mathieu l'a appris du coup mot par mot, etc. Versus des personnages pour qui on a complètement réécrit le texte, qui est une manière de parler beaucoup plus contemporaine. Et donc forcément, entre moi, ce que j'écris et finalement ce que les acteurs disent sur scène, il y a souvent quelques différences. Et je leur dis bien parfois de coller le texte parce qu'on a nos régisseurs qui suivent la conduite texte et qui après le spectacle viennent me voir en me disant... faudrait dire aux acteurs de bien coller. J'avoue que j'ai un peu ce défaut-là, oui. Je suis un peu à ma tête pour le texte. Mais en vrai, ça va. C'est pas non plus... Mais après, moi, je dis toujours avec mes comédiens, je veux dire que au final, bon, d'abord, c'est du direct. Donc, du coup, tu peux pas dire « Coupez, on arrête tout, machin. » Bah non, il y a le public, on peut pas, voilà. Et c'est la beauté du spectacle. Mais exactement. Et moi, je trouve que tant que si un comédien ou une comédienne accroche sur une réplique, t'arrives pas à dire, parce que c'est pas que c'est mal écrit, mais c'est que c'est pas adapté et qu'on sent pas de le dire de la telle manière. Faut qu'elle soit à l'aise. Moi, je dis toujours à mes comédiens, je dis mais en fait, il faut mieux que la personne, tant qu'elle dit les trucs dans le même sens et qu'elle rebondisse sur la vraie réplique après pour que justement il y ait le top. Je trouve pas ça très choquant. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais je suis d'accord et c'est ce que je leur dis aussi. Et parfois souvent, on reprend les répliques justement pour qu'elles collent plus. Je leur dis toujours, mais s'il y a un truc que vous sentez pas ou vous n'arrivez pas à comprendre l'intention derrière, on en reparle et on change la manière de le dire, etc. Je pense juste à certains moments où on a pu passer vraiment 1 heure sur une phrase dans ce cas-là parce qu'il fallait raccourcir, donc il fallait que l'info soit là, mais que ce soit court, mais en même temps qu'on comprenne tout. Donc on a pu passer vraiment 1 heure sur une phrase. Et quand dans le spectacle, finalement, la phrase, elle est pas forcément dite pareil, ou elle est rallongée, on se dit, bon, on a passé 1 heure. Oups. Mais hormis ça, non, je suis totalement d'accord et ça me dérange pas du tout. Ouais. Ça me dérange pas du tout
je n'irais pas dire qu'ils improvisent, mais qui changent un peu les répliques. Et moi-même, je le fais d'ailleurs. Trop bien. On va sortir un petit peu du projet de la pièce actuelle. On va plus revenir sur votre parcours indépendamment. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans le théâtre. Qui veut commencer? Vas-y, Claire. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le théâtre? Moi, j'ai vraiment un gros plaisir à regarder, à écouter, à voir de la comédie musicale. C'est pour moi, c'est le summum, quoi. Je suis une grosse fan de comédie musicale. J'ai d'ailleurs testé les claquettes pour aller au bout de mon rêve, mais ça s'est vite arrêté. Mais t'as pas assez persévéré, je pense que t'aurais dû continuer. Hein. Ouais, oui, mais tu vois, j'ai pas réussi. C'était trop compliqué. Mais vraiment, la comédie musicale, moi, c'est mon plus. D'accord. Et ton moins? Je laisse Aurore dire son plus, comme ça me laisse le temps de réfléchir un peu. En fait, je sais pas si la question c'est dans le théâtre en général ou dans le fait de faire du théâtre. C'est vraiment... c'est très, très, très général comme question. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu kiffes le plus? Alors oui, toi, effectivement, t'as énoncé un style de théâtre que tu kiffes le plus, parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qui t'anime personnellement. Mais ça peut être, effectivement, je sais pas... un truc plus précis, plus technique, plus ce que tu veux. Ah d'accord, oui, je le voyais pas comme ça. Ça peut être comme tu veux. C'est très... non, mais c'est... Moi, je pense que c'est... oh là là, c'est dur, hein. Dans ce cas-là, on va peut-être aller dans le même sens que sa réponse. C'est-à-dire que quel est le style de théâtre que tu préfères? Peut-être. Moi aussi, j'adore la comédie musicale. Ouais, mais on s'est connus en comédie musicale, mais c'est pas grave, on a le droit. Oui, moi, ça vous fait un truc en commun. Mais ce que j'adore, en revanche, dans le théâtre, c'est d'avoir imaginé une scène, en tout cas, l'avoir façonnée dans ma tête, l'avoir imaginé les intentions, avoir imaginé les déplacements, et la travailler, et la voir en spectacle. Et en fait, juste, à ce moment-là où je suis dans les coulisses, même pas forcément quand je suis sur scène, évidemment j'adore jouer et j'adore... mais quand je suis dans les coulisses et que je les vois faire, et je me rends compte qu'en fait, c'est encore mieux que ce qu'on s'est dit. Et ça ajoute tellement des trucs que parfois j'avais même pas imaginé ou quoi. Et je sais pas, que ce soit les moments musicaux, que ce soit les moments d'embrouille, que ce soit les scènes un peu importantes du spectacle. Et en fait, je les vois jouer ça. Et juste, j'ai un peu un sentiment de waouh, mais c'est trop bien. Enfin, je sais pas, c'est... Tu sors un peu et tu deviens un peu fan de ce que tu es en train de voir. Ouais, c'est ça, je les vois jouer et je me dis, ah ouais, mais en fait, ça va encore, c'est encore mieux que ce qu'on a pu répéter. En fait, on a pu passer parfois, je sais pas, entre 2-3 heures, on répète sur une scène et finalement, j'étais pas forcément hyper convaincue ou j'avais pas l'impression que ça plaisait vraiment. Et en fait, quand je les vois en spectacle et je vois qu'eux aussi prennent du plaisir et tout, j'adore ça. J'adore ça. Et entendre le rire du public, bien sûr. Ça, c'est assez jouissif. Évidemment, bien sûr. Je crois que c'est ce qu'on préfère tous. Bien sûr. En tant qu'auteur, en tant que comédien, le rire du public est tellement une énergie importante. C'est une drogue, hein. C'est une vraie drogue. Parfois, on se dit, mais c'est... Et on a du mal à redescendre aussi après un spectacle, parce qu'on a reçu tellement d'énergie du public, surtout en province, parce qu'il y a souvent des théâtres un peu plus grands, et du coup... avec un public qui ne nous connaît pas, etc. mais qui ont l'habitude aussi de venir au théâtre. Et du coup, c'est une espèce d'énergie énorme. Ce que j'aime le plus, du coup, je rebondis sur ça, c'est cette énergie-là qu'on ressent à un moment sur scène, qui ne se passe pas tout le temps. Salut. Non, qui ne se passe pas tout le temps, mais qui est le but à atteindre de cette énergie-là comme une sorte de petit... On se sent relié vraiment au public et il y a une sorte de ping-pong qui se joue. Et du coup, on se met encore plus dans la scène. Ah ouais, c'est une sorte de synergie. Ouais, en fait, le public nourrit aussi le personnage, nourrit les intentions, on va encore plus loin que ce qu'on a. Et c'est pour ça que je dis parfois, je suis dans les coulisses, je les vois et je sens en fait que ça part. Et parfois, ils partent en impro sur même des manières de dire les choses ou quoi qu'on n'avait même pas pensé. Et ouais, ça, c'est vraiment ce que je préfère. Ce que je déteste le plus, c'est les montages techniques. Montage technique.
régie, c'est pas mon dada. Voilà, c'est long, c'est énervant pour tout le monde parce qu'il faut refaire. En fait, quand on change beaucoup de théâtre, il faut refaire tous les placements, il n'y a pas les bons spots. Voilà, les montages, ça peut être très long. Et ouais, c'est pas forcément le plus agréable, ni pour moi qui parfois vais en régie pour travailler avec les régisseurs, ni pour les acteurs qui parfois s'ennuient parce qu'on est en calage. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu la partie, je dirais, la moins fun. Et en plus, c'est aussi la partie la plus importante. Donc moi, ça me stresse parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Oui. Parce que ça impacte toutes les représentations. C'est le personnage qu'on ne voit pas. Exactement. Et les régisseurs, c'est hyper important. Bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment un moment qui est plutôt stressant et pas forcément... mais hyper important, mais pas forcément le meilleur, en tout cas, pour moi. Ouais. C'est vrai. Je te comprends. Est-ce que tu as réfléchi à ton moins, Nico ? Moi, mon moins, ça va être montage, démontage. C'est vraiment la partie que j'aime le moins, quoi. Avec les décors. Est-ce que je vous crie dessus non, mais parce que, en fait, c'est beaucoup de choses. On fait ça nous-mêmes, donc c'est beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Tout le côté logistique. Tout le côté logistique, vraiment, mais je pense que... Les transports, comment transporter les cas. Voilà. Qui fait quoi. C'est ça. Donc, les tableaux, on a plein de tableaux dans tous les sens. Oui. Ouais. Vous répartissez les tâches comment ? Quelqu'un donne un ordre ou est-ce que c'est assez instinctif ou il y en a qui est plus doué pour d'autres trucs ou genre ? Moi, j'avoue, j'essaie de cadrer un maximum parce que je sais que... Et c'est normal, parfois, tout le monde pense à autre chose, etc. Donc, j'essaie de cadrer un maximum, de faire un maximum de tableaux pour que ce soit le plus clair possible. Genre qui fait quoi, même en termes dans la troupe, il y a pas mal de choses à faire d'administratif, on va dire. Donc c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus impliquées. Mais on essaie quand même de répartir un peu les rôles pour que chacun s'implique à sa manière. Alors forcément, parfois la vie personnelle fait que d'autres personnes sont moins disponibles que d'autres, mais en tout cas, on essaye de répartir les tâches au maximum. Ouais. Très bien, super. Parfait. Indépendamment, et c'est là que ça va être intéressant, peut-être que vous allez avoir des références en commun ou pas. Est-ce qu'elles sont, je sais pas, des références ou des gens qui vous ont fait aimer le métier de théâtreux ? Du coup, là, moi, je redis la comédie musicale, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on a en commun. Et qui, moi, me touche vraiment. Du coup, quelle est ta best list, ton top 3 je vais y arriver, ton top 3 des comédies musicales. Alors, mon top 3... alors, ma première, ma préférée, c'est Anything Goes, que j'ai vu au Barbican à Londres et qui m'a émerveillée. Vraiment émerveillée. Ensuite, je pense Chicago. J'avais vu à Bordeaux aussi. Moi aussi. Je pense que ça doit jouer. Et la troisième, que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui est Hello Dolly, et que j'ai adoré aussi. Et là, je l'ai vue donc au Lido avec Laurence d'ailleurs, et on était époustouflés, vraiment. Du coup, je précise parce que peut-être que les auditeurs se disent « Ah, mais ils sont tous fans de comédie musicale, pourquoi ils n'ont pas vu de comédie musicale ?» C'est que moi, je suis un peu comme Claire, je suis très très émerveillée par la comédie musicale parce que pour moi, c'est vraiment un accomplissement de talents divers. C'est tout en commun, quoi. Il y a la danse, il y a le chant, c'est des disciplines qui sont indépendamment les unes des autres très compliquées. Donc, mise en commun, c'est encore plus compliqué. Et justement, c'est tellement compliqué de faire quelque chose de vraiment qualitatif, qui nous plaît, etc., qu'on n'a pas non plus pris ce parti pris. Et puis, techniquement, c'est aussi un autre délire en termes de salle, en termes de montage, tout ça. Et donc, on n'a pas voulu faire ça.
Mais on a quand même, je précise, calé quelques moments de chansons dans le spectacle parce que bon... Fallait. Presque on adore ça. Parce qu'on adore ça. Donc, il y a des très jolies voix aussi. Donc on a exploité un peu le talent. On voulait faire un moment de claquette aussi dans la pièce, mais finalement ça s'est arrêté. Les cours de Claire n'ont pas parti ses fruits, donc on a enlevé ça. On a arrêté là. Ça valait pas le coup. Donc on a exploité les autres talents musicaux. Et on a même un acteur qui a appris le ukulélé en 2 mois, 3 mois. Ah ouais. Pour jouer dans la pièce, ouais. Donc ça, c'était vraiment cool. Trop bien. Super, impeccable. C'est une question que je pose d'ordinaire. Là, on va essayer d'un peu de la détourner différemment. Indépendamment, et peut-être que vous avez, comme vous faites partie de la même troupe, etc., est-ce que vous avez, alors j'imagine sûrement que oui, mais pendant vos cours, etc., vous n'avez pas forcément travaillé toujours ensemble, j'imagine. Est-ce que vous pouvez raconter indépendamment votre première expérience significative dans le milieu du théâtre? Alors ouais, c'est hyper facile parce que j'étais en maternelle. Ah oui. Ouais, et je m'en souviens. T'as commencé très tôt. Non, mais c'est hyper... Vraiment, c'est hyper réel dans ma tête, enfin, c'est très clair. J'ai été... Très clair. On s'en lasse pas. Alors, j'étais en dernière année de maternelle. Et en fait, il y avait un espèce de petit amphithéâtre dans la maternelle. Enfin, c'était plus des gradins et un gymnase. Et il y avait eu un spectacle. Et en fait, c'était un spectacle pour enfants. Donc, vraiment une princesse, un prince, voilà. Et juste, je me rappelle même plus l'histoire. Je sais même pas de quoi ça parlait. C'était probablement un truc, un spectacle pour enfants. Et en fait, à la fin de la pièce, j'étais hyper émue. Mais je me souviens même pas quelle émotion j'avais à ce moment-là. Et les acteurs qui étaient sur scène, enfin, c'était même pas une scène, j'avais même peur de les approcher parce qu'ils étaient tellement grandis. Genre, ça les avait vraiment grandis. Et je sais pas, ça m'a émerveillée. Et c'est vraiment... Et j'y repense souvent. Et après, j'ai pas fait du théâtre tout de suite après. Enfin, j'ai commencé un peu plus tard. Mais... parce que j'étais très jeune. Mais j'ai souvent cette image qui revient de... C'est la première pièce que j'ai vue, je pense, de toute ma vie. Et celle qui t'a marqué, quoi. Et je sais qu'il y avait un prince, une princesse. Et juste, ça m'a... Ouais, ça m'a marqué. Mais je saurais même pas dire de quoi ça parlait. Mais juste, j'ai vu les acteurs et je les ai vraiment... comme s'ils brillaient, quoi. Je les sentais hyper grandis et je me disais, mais c'est même pas des vraies personnes, quoi. Je peux même pas aller les toucher, etc. Et ouais, c'est la première expérience que j'ai eue en tant que spectateur et qui m'a marquée. Ouais. Super. Donc ça remonte, hein. Oui, mais en fait, c'est quand même les premières expériences, forcément, qui sont les plus marquantes. Et moi, j'ai aussi un souvenir de quand j'étais enfant, chaque été, je montais des pièces de théâtre avec mes cousins-cousines. Et j'en garde un souvenir qui est presque le même sentiment que j'ai encore aujourd'hui. Une excitation qui est très propre à ce que je vis quand je fais du théâtre. Et je me souviens me dire, mais enfin, c'est tellement exaltant. Et on faisait ça donc chaque année dans mon camping là où on allait avec toute ma famille, et on a invité tout le camping à venir nous voir jouer une pièce qu'on avait travaillée pendant 2 semaines. Et on s'engueulait et à la fois on était tellement fiers de ce qu'on faisait et ouais, ça c'est mon souvenir marquant du début, quoi, de ce que je peux encore éprouver aujourd'hui en jouant. C'est beau de le ressentir encore, parce que vous avez évolué, vous êtes devenu professionnel, etc. Mais je trouve ça beau comme de se rappeler de cette émotion et de garder ce truc-là encore avec un espèce d'œil d'enfant. C'est assez joli comme... Merci pour le souvenir, c'est assez joli. C'était le moment émotion. Ouais. Je savais même pas en plus pour ce type de camping. Pour moi, je savais pas pour ça non plus. Je savais pas. On parle pas, Aurore. On fait que travailler. On fait que travailler. Insupportable. Est-ce qu'il y a un projet dans lequel vous avez joué indépendamment ou ensemble qui vous a marqué, en dehors de la pièce dans laquelle vous êtes en ce moment? Moi, je pense que c'est la comédie musicale que j'ai mis en scène
parce que c'était un travail... On peut peut-être donner le nom du coup déjà de la comédie musicale. Alors du coup c'est une asso Ok. qui s'appelait La Comuse, qui était une asso qui était couplée à l'EM Lyon et à Centrale Lyon. D'accord. Et il y avait, c'est une asso de 84 personnes divisées en plusieurs pôles, donc les pôles décor, les pôles costumes, le pôle son, le pôle acteur-chanteur, le pôle danseur, le pôle choriste, c'est énormément de monde. C'est impressionnant. Hein. Et à la mise en scène, il fallait tout coordonner, il fallait vraiment créer le spectacle de A à Z, parce qu'en plus c'était une création, donc il y avait des scénaristes qui travaillaient sur le scénario, etc. Et en fait, c'était, je pense, le projet en tout cas le plus important en termes de moyens techniques, en termes de choses à mettre en place, etc. Humainement aussi. Ouais, que j'ai dû à gérer. Et, en fait, il n'y a eu que 3 représentations, donc ça allait très très vite. Mais c'était assez intense parce que on est vraiment la tête dans le guidon et finalement, il y a tellement de choses à faire que c'est qu'au moment de la dernière représentation où j'ai vraiment réalisé, je me suis dit, ah ouais, mais quand même, c'est un gros boulot. Et même si j'étais pas actrice dans la pièce, j'avais vraiment aimé faire ça et c'est ce qui m'a aussi donné envie après de faire de la mise en scène plus tard, quoi. Super. Et toi ? Et moi, je dirais que une autre pièce dans laquelle j'ai joué juste avant de monter la troupe, qui était une pièce de Léonore Confino de Building, où je jouais un rôle qui j'avais pas du tout l'habitude de jouer, ce style de rôle-là, et qui m'a vachement appris et même, je trouve, enrichi personnellement. Tellement ce personnage était loin de moi, un personnage hurlant. Et j'ai dû vraiment me faire violence pour arriver à faire quelque chose de correct, j'espère. Mais consultante en burn-out, hein, ouais. Et vraiment, je me souviens que ça a été compliqué et que finalement, j'ai réussi à sortir vraiment de ma zone de confort. Et c'était pour moi une première fois vraiment où je sortais totalement de ma zone de confort. Super. C'était très bien joué. Hein. Moi, j'ai vu la pièce. Ah ouais. Peut-être que vous allez avoir la même réponse toutes les deux, mais je pose toujours cette question à mes invités. Qu'est-ce que vous préférez entre la création, les répétitions, les représentations et les tournées ? Qui veut parler ? Les tournées ? Vous avez le droit d'avoir de la différence. Ouais, moi, c'est les représentations. Moi, je pense les tournées. Avant tout. Ouais. Les tournées, j'aime bien. J'adore quand... Évidemment, les représentations, c'est très bien, mais quand on est ailleurs, on est tous ensemble. Et je dis ça, mais Avignon n'est pas passé encore. Et si ça se trouve, on va s'entretuer parce qu'on va rester ensemble pendant 2 semaines et que ça va être horrible. Mais en dehors de ça, les festivals qu'on a fait où c'est quelques jours et on est tous ensemble, on rencontre plein de gens. Et puis une fois qu'on fait notre pièce, on va boire des coups. Enfin, c'est vraiment ce côté... ce côté tourné quand on joue ailleurs. En fait, on amène ce qu'on a construit et créé ici à Paris dans notre petite routine de répétition, etc., dans un autre cadre, dans un autre contexte, avec des gens qu'on ne connaît pas. Des scènes géniales. Des scènes incroyables. Incroyables, vous ne pourrez jamais jouer dans des scènes comme ça ici. Et franchement, c'est une chance à chaque fois de jouer dans des endroits, mais... Et l'ambiance que ça nous procure, du coup. Après, on est toutes... On est dans l'euphorie, etc. Non, mais c'est vrai que les tournées, c'est cool. Mais moi, c'est vraiment les représentations, peu importe où. Moi, je veux jouer. Et j'adore ça, quoi. Donc, c'est pour moi, les représentations, mais les tournées arrivent juste derrière. Donc, on n'avait pas la même réponse, tu vois. Ouais, non, tu vois. Ouais, comme pas. Trop bien. Mais justement, vous parlez de différents théâtres dans lesquels vous avez eu la chance de jouer. Est-ce qu'il y a un théâtre où vous rêvez de jouer ? Alors, cette pièce ou une autre, mais être dans le rêve absolu. C'est pas forcément en France, hein, ça peut être n'importe où dans le monde. Une pièce ou un théâtre où je rêve de jouer. Une scène mythique, je sais pas, ou un théâtre que vous adorez en particulier. La comédie française, c'est quand même... Oui, c'est vrai que bon, la comédie française, c'est cool, mais...
Moi, j'ai jamais trop réfléchi à cette question, à vrai dire. Après, moi, j'ai travaillé au Théâtre de l'Œuvre quand je travaillais il y a longtemps en tant qu'assistante commerciale au théâtre. Et c'est un petit théâtre, enfin petit, grand quand même. Et un théâtre à l'italienne magnifique. Et je me suis dit que si un jour on jouait là, ça serait quand même assez cool. La salle est super belle. Elle est hyper bien organisée. Il n'y a pas de profondeur sous le balcon. Donc c'est vraiment, on voit n'importe où on est. C'est un petit écrin dans une impasse. Donc je pense au théâtre de la voix, j'aimerais bien. Mais en fait, moi, je pense que je m'en fiche. C'est pas que je m'en fiche, mais je suis tellement fascinée par les théâtres. Je les trouve tous beaux, en fait. Enfin, je trouve qu'il y a tellement quelque chose qui se dégage de ces lieux-là que en fait, j'ai pas une idée en tête précise d'un théâtre en particulier, mais pour moi, il y a toujours quelque chose qui s'y passe, quoi. De la plus petite salle à la plus grande salle. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a une énergie vraiment particulière que je vis à chaque fois dans tous les théâtres où on a joué, quoi. Ouais. Alors justement, peut-être... Je pense hein un théâtre en extérieur. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien tester. Un théâtre de verdure. Jouer en extérieur, vraiment, j'aimerais beaucoup. Au Bois de Boulogne, il y a un théâtre de verdure magnifique, où j'avais vu le songe d'ailleurs, il était là-bas. Et jouer en extérieur, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ah ouais. Ça peut être un sacré défi, peut-être. Oui, ça doit être Ouais, il y a deux écoles, j'ai l'impression, pour ça. Ah, moi, j'aimerais beaucoup. Moi, parce que, je sais pas, j'ai ce truc aussi j'adore les coulisses aussi. Et tout ce qui s'y passe, et ce truc de vie des coulisses. Moi, ça me... Ouais, derrière le rideau. je trouve ça grisant, en fait, de sortir de son personnage, de re-rentrer sur scène et d'observer les autres et de se préparer. Enfin, ça doit être d'autres sensations, je suppose, de jouer à l'extérieur. Mais il y a des coulisses, enfin, il y a des... Il y a quand même des coulisses. Ouais, il y a des coulisses. T'attends pas là Non, il y a des coulisses. Il y a des coulisses. En fait, au théâtre de verdure Bois de Boulogne, c'est genre des espèces de buissons. Ouais. Et derrière, il y a des coulisses avec mais je trouve pas ça assez... Non, mais je comprends. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire, parce que ça donne une autre dynamique à la pièce, surtout si c'est une pièce en extérieur. Enfin, tu peux jouer avec les éléments de la nature, quoi. Donc, j'aimerais bien. Mais alors, on va détourner la question. Pour vous, quel est le plus beau théâtre dans lequel vous avez eu la chance de jouer cette pièce? Ou une autre? Il y a des beaux théâtres qui étaient grands, mais notre pièce, elle ne s'adapte pas forcément à des scènes qui sont... C'est ça aussi, techniquement, parfois, c'est compliqué. On va pas forcément parler de cette pièce-là, du coup, mais le plus beau théâtre que vous avez la chance de jouer, indépendamment ou ensemble. Pour vous, évidemment. La salle de Courbevoie. Ouais, moi je pensais à ça aussi. C'est quand même... j'ai rarement joué dans une salle aussi belle, aussi toute neuve, toute rénovée, très grande, avec un public qui arrivait jusque dans la salle, c'est-à-dire qu'il y avait un tour de scène qui passait derrière le public. On peut imaginer si en tout cas on avait eu l'occasion de travailler une pièce pour cette scène-là et pour cette salle-là, on a pu faire un truc assez incroyable, je pense. Le théâtre à Biarritz aussi était très beau, moi je trouve. Oui, le Colisée, ouais. Le Colisée à Biarritz, vraiment, on a beaucoup aimé jouer là-bas. Ouais, après sur d'autres projets, moi j'étais dans des plus petites salles, j'ai joué aussi pas mal dans la salle de ma ville, dans le 92, qui était très très grande aussi, théâtre de la piscine. Et j'en garde un très beau souvenir, mais c'est vrai qu'en voyant la salle de Courbevoie, c'est difficile en fait d'avoir l'occasion de jouer dans des salles comme ça. Il y a des scènes, il y a des théâtres qui marquent, parce qu'ils ont une prestance, ils ont un truc, ils ont une âme encore plus, outre le côté dorure, joli rouge, mais il y a un truc qui se passe. Moi j'aime beaucoup le gouvernail. Le gouvernail dans l'idée d'une ambiance très intimiste. On est hyper proche du public, donc il y a un peu un truc, on a joué beaucoup là-bas. Au début j'étais pas à l'aise trop justement avec ça, mais finalement maintenant j'aime bien. Et tout le monde m'a fait des super retours sur...
des gens qui n'étaient jamais venus au gouvernail et ils m'ont fait des super retours justement sur cette proximité. Ouais, c'est vraiment un théâtre qui est... Et puis même, il n'y a pas un endroit où on ne voit pas dans le théâtre, il y a cette proximité avec le public qui fait que on a vraiment une énergie qui nous porte, on entend beaucoup le public. Moi, j'ai toujours tendance à préférer les salles où on n'a pas de scène surélevée. Parce que je trouve que la scène surélevée et un public en dessous, on entend moins, enfin on perd un peu l'énergie du public, alors qu'une salle avec une scène en bas et un public surélevé, un peu en amphithéâtre, quoi, mais en petit amphithéâtre, ça, je trouve que c'est vraiment le mieux, quoi. C'est à la fois pour les spectateurs et pour les acteurs. J'avoue, c'est vrai. En termes d'acoustique aussi, en termes d'énergie, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en plus, le gouvernail est climatisé. Et ça, c'est pas mal. C'est un grand luxe. Ça, c'est pas mal pour avoir joué dans des salles non climatisées. Puis c'est bien articulé, je trouve. Tu peux bien... Enfin, je trouve les coulisses, c'est bien fait. Non, c'est les coulisses, c'est vrai, les loges, c'est hyper important parce que ça met aussi dans une dynamique. C'est-à-dire que si on sent qu'on va pas trop avoir la place de changer, que là ça va être galère parce que va falloir se serrer, etc., forcément ça donne une autre énergie. Parce qu'on va anticiper les sorties, parce qu'on saura pas exactement machin. Donc des théâtres où on est vite à l'aise, c'est-à-dire on sait directement les coulisses, comment rejoindre telle sortie. Ça, je trouve que c'est vraiment un gros atout. Trop bien. Comme vous faites partie de la même troupe, on le rappelle, nom d'une troupe, j'imagine que vous devez sûrement avoir beaucoup d'anecdotes assez drôles à nous raconter. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous fera toujours autant rire ? Peut-être que ça ne sera pas la même chose. Mais Ça, il y a eu des galères sur scène aussi. Ouais. Pas mal. Pendant qu'on jouait, tu veux dire ? Pendant que vous jouiez. Je réfléchis. Il y a le taxi du père de Mathieu qui est parti en avance. Ouais, après, est-ce que... Tu veux dire pendant le jeu, forcément, ou entre nous. Ça peut être entre vous, ça peut être pendant les répètes, etc. Mais oui, c'est plus drôle sur scène, parce que du coup, comme il y a le public, etc. On a eu des grosses galères de régie, on va pas se mentir. Non, on a eu, ça nous est déjà arrivé. Notamment un spectacle particulièrement qui nous a marqué, en tout cas une représentation particulièrement qui nous a marqué, parce que c'était une représentation avec beaucoup d'enjeux pour nous. Et parce qu'on avait certaines personnes dans la salle, etc. Et on a eu une énorme galère de régie. Notre régisseur n'avait pas enregistré le montage. Et il a voulu improviser forcément des trucs sur scène. Et il y a eu du noir pendant la scène. Et ça forge aussi, dans le sens où on a essayé de rebondir. On a fait comme on a pu, mais... sur le coup, on n'en rigolait très pas. compliqué. Mais c'est vrai qu'après, on en reparle tout le temps parce que c'est... Voilà, il faut jouer dans le noir. Donc forcément, en fait, il y a toujours ce truc où... C'est compliqué, ouais. En fait, il y a toujours ce truc... On a fait tomber des trucs et tout. On un petit peu... On se dit à partir de quel moment ça passe pour le spectateur. C'est-à-dire à partir de quel moment le spectateur sait que c'est obligatoirement une erreur. Parce que, une lumière qui n'est pas forcément la bonne, un top son qui ne parle pas exactement à la minute, le spectateur va pas forcément s'en rendre compte. Et on peut toujours improviser dessus. Maintenant, le noir... c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a eu des scènes dans noir et il y a surtout eu un changement de décor qui normalement est censé être du coup un peu en lumière qui arrivait dans le noir, donc des trucs qui sont tombés. En fait, c'était un cauchemar réveillé. Et donc on s'est dit qu'à partir de là on avait vécu ça, donc c'était la pire peur qui pouvait nous arriver. Et surtout j'avais fait un rêve prémonitoire la veille, je ne ferais jamais, et là j'avais fait un cauchemar que ça n'arriverait, ça allait mal se passer. J'ai fait un cauchemar la veille et ça s'est passé exactement comme dans mon cauchemar. Et franchement, tu me diras tes rêves avant Avignon, histoire qu'on se grave. Ça m'arrive jamais habituellement, et là ça m'est arrivé, peut-être je le sentais pas, je sais pas, il y avait un truc certainement, et ouais, ça a été et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu tentative d'improvisation pour X ou Y, donc une lumière parce qui qu'on commence. essayait tant bien que mal. Bah oui, faut tenter. Dans l'impro, il y a eu des erreurs de prénoms. Alors il faut savoir que la pièce, donc il y a beaucoup de jeux de mots autour du prénom Claire, et il y a surtout
un gros quiproquo sur qui est qui et un mélange entre les prénoms. Donc il y a quelque chose qui est prévu pour ça dans la pièce. D'accord. Sauf que là, donc il y avait des soucis de lumière et à un moment il y a un acteur qui improvise en disant « Ah, c'est très vert chez toi ». Et là il donne un mauvais prénom. Enfin, donc du coup, il y a eu des impros Ouais. sur des trucs qu'on fait en erreur. Donc Aïe, aujourd'hui, aïe, évidemment, aïe. ça nous fait beaucoup rire. Mais c'est vrai que cette représentation en particulier... Les gens se sont levés et sont partis. Ah, c'est la première fois que ça nous Ah arrive. ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes Non, qui mais sont c'était sorties légitime, de la salle. ça n'allait pas, c'était légitime. Donc c'est la pire qu'on ait Ouais. eue. Mais bon, je on pense, en rit aujourd'hui. Hein? Oui, non, en Et vrai, alors, peut-être que, parce que vous en parliez tout à l'heure, vous posiez la question, mais en amont, donc, du coup, pendant les répétitions, est-ce qu'il y a un truc qui a été improvisé par l'un des comédiens ou comédiennes qu'on a gardé et que vous avez gardé Ah aussi oui. Ah oui. Oui, Ça, il y a ça pas arrive mal de souvent. choses. Et d'ailleurs, oui, il y a pas mal de choses qu'on garde parce que... j'ai envie d'en parler, mais je vais peut-être pas un peu spoiler la pièce, mais des choses qui ont été faites avec les costumes, qui étaient mal faits en répétition, et en fait, ça nous a fait mourir de rire. Donc, on a gardé ça, Ouais. sur des changements de costumes, des répliques, la tape dans le dos de Raphaël aussi, qui a été improvisée en répétition, Ouais. qui aujourd'hui, elle me fait mourir de rire. Franchement, c'est parce qu'on se marre tellement aussi en répétition qu'il y a des choses qui se créent et qui, du coup, c'est toujours... Le plus délicat, c'est de savoir est-ce que ça nous fait rire nous ou est-ce que ça va faire rire tout le monde. Et ça, c'est plus compliqué parce que parfois, on fait une échelle à la connerie. Ouais. Et du coup... on va trop loin dans le second degré. Et du coup, au bout d'un moment, on ne sait plus si ça nous Vous fait... avez sûrement tenté des trucs. On a testé des trucs dans le spectacle. Parfois, on teste. On teste, ouais. Et c'est rare qu'il y ait des choses qui restent pas au final? Non, il y a des trucs qu'on a testés qu'on a enlevés. Ouais. Et il y a des trucs qu'on a testés et qui font pas rire et qu'on a gardés. Parce que ça vous fait quand même rire, vous, quand même. Non, mais il y a aussi des volontés de la direction artistique aussi. Donc on va pas non plus tout enlever parce que ça ne fait pas rire. Non, alors moi, il y a un peu un truc qui est très compliqué dans le comique. C'est que on est tous d'accord que le rire, c'est subjectif. Donc ça, c'est obligé. Tout à fait. Donc forcément, on se rend compte d'ailleurs qu'il y a des soirs, il y a des blagues qui font vachement rire et le lendemain, pas du tout. Et les gens rient à d'autres choses. Ouais. Et donc, c'est compliqué. Et donc, forcément, quand il y a des blagues qui font pas rire, ou pas des blagues ou des situations ou des choses qui font pas forcément rire, c'est pas pour ça qu'il faut tout enlever. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moments qui sont importants dans la pièce qui peuvent être drôles ou pas. Mais le spectateur va pas forcément rire à gorge déployée. Et donc il y a eu quelques petits débats sur ça c'est trop long, ça fait pas rire, ça enlève. Mais si on enlève tout, on change tout, bah on change de pièce et on dénature totalement le travail. Donc il y a quand même un petite balance à faire sur ça, mais c'est vrai que oui, on teste parfois des trucs. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties des répétitions. Le texte a pas mal évolué en vrai entre sa version de septembre 2023 et sa version de septembre 2024. Et ouais, il y a eu quelques changements. C'est une pièce qui dure combien de temps? 1h10. 1h10. Ah oui, c'est court. C'est cool, ouais. Ah ouais. Donc, vous pouvez Avignon, le jouer dans... Oui, Avignon, c'est très... Attention. Hein, pas rigolo. Ouais, c'est clair. Non, on voulait pas quelque chose de trop long de toute façon. Ouais. Parce que la pièce d'origine dure combien de temps? Ouh, très bien long. plus. 3h30. On a coupé dans la masse. Hein. Ah oui. Déjà, il y a deux versions qui ont été éditées de l'importance d'être constant. Une version longue et une version courte. La version courte qui a servi au film d'ailleurs, avec Colin Firth. Et on a gardé de cette version courte, on a vraiment taillé dans la masse aussi. Et on a rajouté des choses parce qu'on en avait besoin pour étoffer des personnages, pour étoffer des relations entre des personnages. Mais notre objectif, c'était vraiment que la pièce soit pas trop longue. Et d'ailleurs, on nous fait souvent la réflexion à la sortie que ils en auraient voulu peut-être plus, parce que c'est vrai qu'à la fin, tout s'enchaîne très très vite. C'était aussi une volonté que ça aille crescendo. Bien sûr. Et du coup, il y a un peu parfois ce sentiment de se dire « Ah mince, on aurait aimé que ça dure plus longtemps ». Mais on voulait vraiment pas faire plus. Le truc, c'est le bon rythme. 1h10. Oui, parce que les gens sont... À chaque fois, quand les gens sortent, nous disent on n'a pas vu le temps passer, on aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais du coup, je vois ça d'une manière très positive. Et je trouve que parfois, c'est bien aussi d'être efficace dans ce qu'on veut dire et dans ce qu'on propose. Donc, ouais. Et on essaie encore de couper. Ça va durer 30 minutes. On a beaucoup Est-ce qu'il y a des essayé théâtres, couper. je sais qu'on pourrait être passé par là, est-ce qu'il y a des théâtres qui vous imposent de faire seulement 1 heure de spectacle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? 1 heure, c'est jamais arrivé. 1h10, oui. Bah, 1h10. À la base, on avait 1h15.
Au tout début, on avait 1h15 comme objectif. Mhm. On avait 1h20, on a coupé à 1h15. Et là, on a 1h10. Ouais. Ah, pour Avignon, de toute façon, Avignon, c'est tellement, c'est radical. Hein. c'est radical, ouais. Ouais, Et puis c'est 5 minutes de démontage. Donc, ah oui, non, mais c'est impressionnant. Il y a beaucoup de décors, du coup? Alors, on a un peu de décor. Un peu, ouais. On n'en a pas non plus une masse. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Avignon, on a une toute petite scène. On n'a jamais joué sur si petit. On a vraiment 3,50 m de profondeur sur 5 mètres d'ouverture. Ah oui, effectivement, c'est oui. Donc on a beaucoup de décors pour cette pièce-là. Ouais, truc de décor en miniature. Mais on avait pris des petits décors en nantissement. Déjà au gouvernail, on jouait, c'était pas si grand. C'est pas beaucoup plus grand au gouvernail ici. Mais quand même en profondeur. Ah ouais. Ouais, en profondeur. Puis on n'a pas de coulisses à Avignon, on a que 2 portes de fontaine. Donc on est quand même obligé de changer toute la dynamique de mise en scène, etc. Donc, ça demande une gymnastique à chaque fois. Et c'est compliqué pour les acteurs aussi et pour la mise en scène parce qu'on a été amené à jouer dans des toutes petites scènes, enfin des toutes petites scènes, jamais aussi petites qu'on aurait à Avignon, mais des très petites scènes et des très très grandes. Mais quand je dis très très grandes, on a joué sur 10 par 12. Enfin, des choses qui sont vraiment... Donc c'est compliqué puisqu'on a toujours le même décor, on va pas refaire un décor pour un festival. Évidemment. Donc, il faut toujours trouver des stratégies au niveau de la lumière, au niveau de la mise en scène, des déplacements, etc. Donc, je les fais souvent, parfois faire des déplacements pour une certaine salle et d'autres déplacements pour une autre salle, parce que c'est compliqué, en fait, d'adapter la même pièce. C'est pas évident, hein. Ouais. J'avoue. On arrive presque à la fin de cet épisode, mais du coup, j'ai encore des toutes petites questions. Pareil, alors ça va être peut-être que vous allez... On a compris, hein, les comédies musicales, vous adorez. Mais est-ce que vous avez d'autres passions que le théâtre dans la vie? Qui veut commencer? Moi, j'aime bien la danse. Voilà, j'ai fait de la danse latine, salsa bachata. Et là, j'ai essayé le Lindy Hop. C'est une danse swing des années 20 qui se danse en couple, qui est très good vibes. Donc ouais, j'aime bien ça. Et j'aime bien le vélo aussi, à côté. Sympa. Voilà. Très bien. Et moi, j'ai passé un CAP de pâtisserie il n'y a pas si longtemps, parce que ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'en fais pas mal. La pâtisserie. Et elle cuisine très très bien. Ah, super. Elle m'a fait des gâteaux, mais... C'est ce que j'allais dire, tu ramènes des trucs pour la troupe. Pas assez, je trouve. Pas assez. Ouais, plus. Pas assez, c'est vrai. On peut dire que t'es la maman du groupe ou pas? Non. Non, même pas. Non, Pas être la maman du groupe. Maman, ça veut dire la plus vieille. J'ai pas envie d'être la plus vieille. Alors, nous tenons à préciser que Claire n'est pas la plus vieille de la troupe. Voilà. Si jamais certains en doutent. On dira pas qui, pour pas vexer la personne, mais elle se reconnaîtra par elle-même. Puisque vous faites partie de la même troupe, du coup, est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Oui, on fait un cercle de concentration, de respiration, on se fait passer des petites boules d'énergie et on fait un exo d'énergie généralement et ensuite on fait le gorille. On fait le gorille, ouais. On imite le gorille. Ok. Et en sautant. En sautant et en faisant beaucoup de bruit. Et en faisant beaucoup de tout bruit relâcher. et en se tapant. Nous-mêmes. Ouais. Oui, parce que c'est un peu compliqué, sinon... Ça peut être bizarre de l'extérieur, mais... Première fois que j'entends ce rituel, là, c'est drôle. Ouais, on a commencé à faire ça et finalement on l'a gardé. Mais on prend toujours un petit temps avant pour se reconcentrer, pour être bien focus et après dégager un peu d'énergie pour être bien chaud avant de monter sur scène. Mais ouais, le gorille. Puis on commence avec une musique dans notre spectacle qui est assez énergique et souvent elle passe pendant juste un petit peu au début juste pour recaler les sons et souvent on se fait des petites danses, on est très dense en fait. Ouais, très dense, ouais. Même dans nos exercices d'énergie, du coup on a plusieurs exercices, les zips, les trucs comme ça. Et on rajoute parfois pas mal de danse dans certains moments. Toujours le côté un peu comédie musicale. Oui, qui revient. Vrai, toujours. Bientôt Broadway. Hein, mon rêve. Bah voilà, tu vois, tu disais une scène. Broadway. Je pense que j'aimerais pas faire de la comédie musicale professionnellement. Ça a l'air très compliqué et c'est vraiment beaucoup de travail. Et je pense que le travail, à un moment, prend le dessus sur
le plaisir, parce que tout est tellement calé, et il y a moins de liberté peut-être que, puisque la Corée c'est la Corée, il faut que tout le monde soit ensemble, le chant il doit être juste. Je pense qu'il y a moins de liberté que C'est une discipline qui est dans le très cadre. très stricte et Exactement. ouais, Alors, très c'est cadrée. impressionnant, moi j'adore en voir, et comme disait Claire, c'est vraiment une des formes d'art les plus abouties et les plus belles à voir. Mais à faire, moi je pense que je préfère faire du théâtre. En tout cas, j'ai l'impression d'être plus libre. Quand je suis dans un personnage, je peux improviser tant que je reste un personnage. Que quand je fais, quand il y a une discipline très stricte derrière. Ouais. À voir. Très bien. On va rappeler du coup l'actu et où est-ce qu'on peut retrouver les informations. Donc, qui veut faire la promo? Aurore, vas-y. Eh bien, nous serons à Avignon. Mais non. Mais si, incroyable. Alors, on sera à Avignon du 5 au 18 juillet. On fait que les 2 premières semaines du festival, mais sans relâche. Donc, aucune date de relâche, donc vous pouvez venir n'importe quel jour. Dans quel théâtre? Au Théâtre des Étoiles, à 16h. Voilà, donc c'est super. C'est juste après... avant l'apéro, après le déjeuner. On a l'heure parfaite. L'heure parfaite. J'avoue, 16h c'est pas mal. Hein. C'est l'heure parfaite. Ouais, j'avoue. Et voilà, et vous pouvez nous suivre donc, pour avoir toutes les informations sur notre compte Instagram, donc qui est 2-8, nom d'une troupe tout attaché. Et 2-8, attention, il y a 2 comptes qui s'appellent nom d'une troupe. Nous sommes le logo rouge. Voilà. Et c'est là où il y a le plus d'informations. Après, on a une page Facebook aussi, mais je pense que la plupart des mais je pense que le compte Instagram est... Et vous pouvez déjà réserver vos places pour Avignon, puisque les billetteries sont déjà en ligne sur Billets Réduc et également sur Ticket Off, qui est la billetterie officielle du festival. Voilà. Super. Pour les infos. Ça, c'était l'actu. Et du coup, est-ce que vous avez déjà des futures dates pour la même pièce ou pour d'autres projets à venir? Alors, on essaie de trouver des dates pour l'année prochaine pour l'importance d'être clair. On attend aussi de voir un petit peu comment se passe Avignon, mais on essaie déjà de caler une date pour septembre, pour les gens qui n'auraient pas pu venir à Avignon. Et oui, on a l'idée de travailler sur un autre projet, donc une autre pièce en parallèle à partir de septembre. Même pour nous, ça va nous faire du bien aussi de travailler sur autre chose. Mais effectivement, l'importance d'être clair, si on peut continuer à jouer, on va continuer à la jouer. Ça, c'est sûr. Et on a également de l'actu pour les d'autres membres de la pièce, Hilaire Bess, dont on parlait tout à l'heure, le fameux, qui joue son seul en scène, qui s'appelle Maître Mot, qui est pas du tout dans le même délire que l'importance d'être clair, qui n'est pas du tout une comédie, mais qui est vraiment, vraiment très bien. Qui est un seul en scène qui sera joué au Théâtre du Funambule. Tous les lundis soirs, de septembre à février. Ah ouais, il fait jusqu'à février. Ouais. C'est une longue programmation. Oui. Ouais, très longue programmation. bien. C'est vraiment très bien. C'est des cas de Jean-Yves Moyard, qui est un grand avocat pénaliste et qui est magnifiquement interprété par... Ouais, c'est une belle performance parce qu'il est donc seul en scène pendant plus d'1 heure et c'est des histoires qui sont à la fois triste, mais il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a des touches d'humour, enfin, c'est très émouvant, quoi. Franchement... Ouais. Super. Écoutez, merci beaucoup. Vraiment, j'ai été ravi Merci à toi, ça va trop bien de faire ça. d'apprendre à vous connaître, parce que je ne vous connaissais pas du tout. Je ne sais même pas si on a des amis, sûrement des amis du théâtre en commun. En tout cas, des lieux qu'on connaît, effectivement, mais qu'on a en commun. Mais j'ai juste une envie, c'est là. Malheureusement, à Avignon, je ne pourrais pas y aller. Mais dès que vous avez des nouvelles dates ailleurs, prévenez-moi, parce que, bien sûr. parce que je serais ravi de venir vous voir. Moi, je vais évidemment, comme tout le monde, continuer de suivre vos aventures sur Instagram, avec ces fameuses vidéos qui sont toujours très, très drôles. La pression pour les prochaines, tu sais. Et du coup, donc, pour information, donc du coup, cet épisode sortira normalement le lundi 30 juin dès 7h du matin sur Spotify, mais également sur YouTube. N'hésitez surtout pas à suivre les informations sur la page Instagram à les.théâtre.podcast. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été mes 13e invités EES. Voilà, une première. En tout cas, j'étais ravi de faire un double interview. En tout cas, voilà, c'était une belle expérience. Merci, Claire, de nous avoir reçus très gentiment chez toi. Avec plaisir. Et j'espère donc à très, très bientôt. Merci. Oui, à bientôt. À bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram à les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter ou en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.